Bonjour à tous. Voilà, je voulais juste dire un petit mot pour remercier tout le monde et entre autres l'équipe du CHU de Dijon là, pour cette réunion. Rappeler un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. Euh, Lorsque, avec Anaïs, donc des petits mecs P2, nous avons su que l'Europe était retenue pour les essais, Anaïs a pris son téléphone et a appelé tout simplement le Ionis pour leur dire que en France, on avait des enfants. Ils se sont intéressés à la France et quand donc à la réunion de Manchester il y a 1 an et demi, on nous a annoncé que donc la France était retenue. On a pris notre téléphone, on a appelé un tas d'hôpitaux en France, donc entre autres le CHU de Dijon. Les 3 hôpitaux qui ont démarré une procédure, on va dire, il y avait le CHU de Dijon, il y avait Necker à Paris et puis l'hôpital de Brest, donc, on avait annoncé qu'on était en discussion avec ces 3 hôpitaux. L'hôpital Necker s'est retiré donc du coup de la procédure et le CHU de Brest est allé au bout de la procédure, mais a décliné les essais cliniques. Donc ça, on l'a su en ce début d'année. Donc aujourd'hui, en France, pour le moment, on a uniquement que le CHU de Dijon qui a été retenu pour le moment. Donc voilà. Donc encore merci pour cette réunion et puis je vous laisse la parole. Eh ben, merci, Monsieur Kirivel, pour cette introduction. On a cette réunion qui est enregistrée, vous l'avez vu dans la diapositive de départ, pour permettre aux personnes qui ne pouvaient pas se connecter de pouvoir la suivre quand même en direct. Vous voyez aussi que sur la diapositive, c'est marqué le titre de rencontre famille cliniciens chercheurs. C'est parce qu'au niveau de notre filière et de la filière déficience avec qui on travaille beaucoup et qui est représentée ici par Marlène Meufeuch-Siga qui est également connectée. On a effectivement un format de réunion qui peut se faire en présentiel ou en ligne qui permettent de transmettre des informations de tout type qui peuvent être sur une pathologie, sur le plan clinique ou des éléments de recherche ou des essais thérapeutiques. Et donc aujourd'hui, le choix s'est porté avec l'association de vous faire un échange sur effectivement l'essai thérapeutique à venir auquel on a proposé effectivement de participer. Alors, je vais vous faire, on va être plusieurs à intervenir. Ça vous permettra de voir aussi les têtes des différentes personnes qui vont être impliquées autour de l'essai au CHU de Dijon, avec le centre d'investigation clinique, hein, qui est un centre d'investigation clinique avec qui on travaille beaucoup. On est très tourné autour des essais thérapeutiques à Dijon, dans les maladies rares, et c'est pour ça qu'on avait proposé de participer à cet essai avec des essais thérapeutiques que l'on peut soit coordonner au sein du CHU de Dijon. Le CHU de Dijon est promoteur ou bien d'autres auxquels on participe quand la promotion est ailleurs, que ce soit au niveau d'hôpitaux ou au niveau de laboratoires, comme c'est le cas ici pour cet essai thérapeutique. Alors, avant de donner la parole à mes collègues, hein, donc vous verrez successivement donc le docteur Garde, qui est un médecin généticien de notre service, qui est impliqué également dans l'essai thérapeutique et qui sera l'investigateur principal pour cet essai à Dijon. Vous verrez ensuite Maxime Lou, qui est notre médecin pharmacologue, avec qui on travaille avec grand plaisir sur les essais cliniques. Et puis, vous verrez aussi Julie, qui est infirmière et qui va nous présenter également on va dire, les détails du travail autour de l'essai clinique et de ce que ça impliquera pour vous. On aura une séance de questions également. Donc je vais commencer avec vraiment quelques diapositives. Tu peux mettre la suivante, Nina, sur pourquoi on a particulièrement travaillé dans le passé, vous le verrez, autour de la duplication MECP2. Alors là, je vous ai déjà parlé donc du fait de cette rencontre famille cliniciens chercheurs qui est
autour de l'essai thérapeutique. On peut mettre la suivante. Et là, je vais vous effectivement montrer ce qu'on a fait par le passé avec 3 articles qu'on a réalisés avec Salima El-Chehadé lorsqu'elle travaillait chez nous à Dijon. Elle est maintenant généticienne à Strasbourg, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont connue parce que il y a à peu près 10 ans de ça, elle avait, enfin même 15 ans, parce que la valorisation des résultats a été il y a à peu près il y a 10 ans, a commencé une grosse étude avec la filière déficience dans le cadre d'un projet de recherche qu'avait Vincent Desportes, où elle a colligé les personnes en France qui avaient une duplication MECP2. Donc à l'époque, vous voyez, on avait pu identifier 59 garçons présentant une duplication MECP2 et on avait fait un très gros travail qui a été un des plus gros travaux au niveau international pour mieux décrire cette duplication MECP2. Donc vous voyez que ce travail, comme je vous le disais, avait été initié il y a plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on sait actuellement qu'en France, maintenant, on a nécessairement bien plus que 59 garçons, puisque c'était le chiffre qu'on avait à l'époque. On avait également fait un deuxième article qui était ciblé sur les filles porteuses d'une duplication MECP2. Elles ne sont pas nombreuses, mais on en avait identifié 6 à l'époque, montrant qu'on pouvait avoir parfois quelques signes, même si c'est une pathologie qui atteint essentiellement le garçon. Et puis le dernier article sur la diapositive suivante, qui avait travaillé sur les signes IRM cérébrale de 30 personnes atteintes. Alors pourquoi pas 59 puisqu'on en avait 59? Eh bien, c'est que les IRM n'avaient pas été réalisés chez tout le monde ou bien n'avaient pas été retrouvés chez tout le monde. Donc on avait pu décrire, ça c'est aussi le plus gros article où ça a été fait, on avait pu décrire les signes IRM que pouvaient avoir les enfants et adultes porteurs d'une duplication MECP2. Donc c'est pour ça que ça a été tout naturel quand les discussions autour de l'essai clinique se sont lancées. Ça a été tout naturel pour nous compte tenu du fait qu'on connaissait bien cette pathologie, avec tout un travail collaboratif national, de pouvoir maintenant proposer cet essai clinique à Dijon avec effectivement une approche dont mes collègues vous parleront, qui nous semble tout à fait intéressante parce que cette approche thérapeutique est quelque chose qui est particulièrement suivi en génétique et pour lequel on essaie de mettre particulièrement d'espoir. Donc je pense que c'est une vraie chance que ça soit proposé dans votre pathologie. Et donc le but là, c'est de vous parler un petit peu de tout ça, ce qui a mené au développement de l'essai, en quoi consiste l'essai, comment ça va se passer. Donc l'idée pour la suite des discussions, c'est que vous notez bien vos questions, mais en sachant que là, on est sur une explication globale, qu'on ne va pas après aller au cas particulier, puisque ce qu'on proposera après pour les personnes qui, au terme de cette visio, s'estimeront intéressées de participer, on proposera après des entretiens par visioconférence qui se passeront avec Aurore Garde et Maxime Lou pour aller plus loin sur les questions que vous aurez et puis voir aussi si sur le plan médical, il y a bien une indication de vous inclure dans l'essai. Parce que vous verrez qu'il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, tout le monde ne pourra pas y participer. Et on aura aussi il y aura aussi des questions de place qui vont être limitées et aussi des questions de faisabilité importantes, vous verrez, comme ce n'est pas un médicament qu'on prend, il y a tout des éléments à mettre en place un petit peu lourdes qui fera que on pourra, le nombre de places sera dans les faits limité en France, même si ça sera potentiellement qu'un premier essai et si
les choses se passent bien, on espérera avoir des suites à l'avenir. Donc je vais donner la parole à Aurore Garde et je te laisse avancer, Nina, sur la... Ah, c'est Maxime, pardon, je me trompe, désolée. Bien, bonjour à tous. Maxime Lou, médecin pharmacologue au centre d'investigation clinique au CHU de Dijon. Donc, le centre d'investigation clinique, c'est un service qui est entièrement dédié à la recherche et en particulier aux essais thérapeutiques. On collabore avec le service génétique pour les aider à monter et à conduire tous leurs essais dans un cadre satisfaisant en termes de sécurité et de qualité. Diapo suivante. Donc, juste un rapide rappel de ce qu'est la phase de développement du médicament pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait. Donc, il y a toute la partie préclinique qui est sur l'animal ou sur des tissus ou des cellules, où vraiment on va commencer à regarder le mécanisme d'action, donc la pharmacodynamie, comment marche le médicament. Si je mets le médicament, qu'est-ce qui va se passer juste au plan fonctionnel, sans regarder l'efficacité. Et puis, la pharmacocinétique, comment se comporte le médicament, à quelle vitesse chez l'animal il est éliminé, où est-ce qu'il va, dans quel tissu, etc. Et puis aussi, et là c'est important, la galénique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'administre. Est-ce que c'est par voie orale, est-ce que c'est par injection, par patch, voilà. Une fois qu'on a des premières données, on passe chez l'être humain. Et donc là, il y a principalement 3 phases. La phase 1, c'est la première administration chez l'homme avec la sécurité. Et on va s'occuper quasi exclusivement de ça. Est-ce que le médicament est toléré à la dose la plus faible possible? Et puis, on va regarder voilà, quel est l'effet chez l'homme. On a vu chez l'animal, mais maintenant, il faut voir si l'effet est transposable chez l'homme. Et puis, pareil, dans quel tissu il va, combien de temps il reste dans l'organisme, etc., etc. Une fois qu'on a ces données de sécurité, on fait la phase 2, qui, elle, est une recherche principalement de trouver la bonne dose, toujours avec en critère principal la sécurité, mais on va monter les doses pour voir quelle est la dose la plus faible pour laquelle on peut avoir un effet intéressant. Et on va commencer à regarder l'efficacité, mais on reste encore sur rechercher la dose, la meilleure dose et qui reste tolérable. Et quand on a fait tout ça, là, on est dans un cadre de sécurité qui est, on va dire, faisant, on a suffisamment de données, on va passer à la phase 3, qui est vraiment la phase où on va chercher l'efficacité, c'est-à-dire à la dose qu'on pense être la bonne, est-ce qu'on a bien un effet suffisamment important cliniquement pour qu'on puisse considérer que le médicament est efficace. Et là, on va parler de comparaison. Quand on évalue une efficacité, en fait, évaluer, c'est comparer, c'est montrer que c'est meilleur que quelque chose. Et donc, et ça, souvent dans les maladies rares, montrer que c'est meilleur que quelque chose, c'est souvent, il n'y a pas de traitement de référence. Donc, on introduit le placebo, parce qu'on sait que le placebo, c'est l'effet placebo, le psychologique est quelque chose d'assez à la fois mystérieux mais impactant. Le fait de savoir qu'on a un traitement peut entraîner des réactions du corps. Et donc, on a besoin de s'affranchir de cet effet-là. Donc, on va mettre des patients sous placebo quand on n'a pas de traitement de référence pour pouvoir voir le vrai effet du médicament, comparer le vrai effet du médicament à celui du placebo. Et puis, pour pas être que le médecin évaluateur soit influencé, on va faire des tirages au sort. Voilà, comme ça, c'est pas moi en tant que médecin qui va attribuer le traitement parce que je vais avoir à être biaisé et à vouloir donner le traitement en priorité à ceux que je considère le plus grave. Et dans les essais cliniques, il ne faut pas que je sois influencé par l'état du patient, il faut vraiment que ce soit un tirage au sort. Évidemment, même dans cette phase, on reste encore sur sur les questions de sécurité. Et donc, on va quand même regarder les effets indésirables, voir est-ce que le médicament est bien toléré. Au bout de cette phase 3, si on a réuni à la fois les données d'efficacité et de sécurité, eh bien, on va avoir la commercialisation du médicament, l'autorisation. Mais ce n'est pas parce qu'on a passé cette phase-là que le médicament n'est pas suivi. Même s'il est commercialisé, on va continuer à le suivre et vérifier qu'il est bien efficace en vie réelle, parce qu'on n'est pas dans les conditions standardisées de l'essai clinique. Vérifier qui l'utilise, est-ce qu'on a bien sur la bonne population,
Dans les essais cliniques, on évalue sur quelques mois, quelques années, qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle quand les patients prennent le traitement sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et puis, on va mettre à jour les informations sur la sécurité. Parce que si on a des effets indésirables rares qui surviennent une fois sur 100 000, on ne les verra pas dans les essais cliniques où on traite entre quelques dizaines à quelques milliers de patients. Diapo suivante. Donc là, cette diapo pour vous expliquer vraiment les particularités des essais cliniques dans les maladies rares, hein, et vous allez comprendre du coup pourquoi tout ce qui est mis en place dans l'essai qu'on va vous présenter, pourquoi on met en place toutes ces situations, tous ces examens. Eh bien, en fait, dans les maladies rares, on a plusieurs challenges par rapport à une maladie où on veut par exemple évaluer un vaccin. La première chose, c'est qu'en fait, les patients ne se ressemblent pas tous. Dans des infections avec des vaccins, en fait, vous faites l'infection, vous ne faites pas l'infection. Mais en gros, c'est vous avez la bactérie, le virus, vous ne l'avez pas. Dans les maladies génétiques rares, et bien souvent, puis vous le savez, vous le voyez peut-être entre vous si vous communiquez entre vous, vous voyez bien que les patients n'ont pas du tout la même présentation clinique. Et du coup, quand on veut évaluer un médicament, il faut trouver un moyen de les évaluer de façon commune, sur un seul critère ou un ensemble de critères communs. Ça, c'est un premier challenge. Après, quel examen il faut faire pour avoir la meilleure évaluation possible pour qu'on puisse démontrer l'efficacité? Combien de temps on traite? Et puis, souvent, c'est des maladies pédiatriques. Et au fur et à mesure de l'âge, on va regarder l'effet du médicament sur le développement. Mais est-ce qu'on va pouvoir dire que si on a une amélioration du développement, est-ce que c'est l'effet du médicament ou est-ce qu'il y a un développement naturel qui se fait, des acquisitions qui se font grâce à l'âge et la croissance? Et dans ce cas-là, le médicament n'y est pour rien. Donc tout ça, c'est des challenges qui sont assez complexes à résoudre, hein, mais pour lesquels on a mis en place des examens, des échelles, hein, et vous allez voir tout ça. Et puis, ce qui vous concerne aussi, et vous verrez toutes les contraintes de l'essai dans la faisabilité, et ça va expliquer pourquoi on utilise telle ou telle technique pour administrer le médicament. C'est la dose. Quelle dose on utilise, hein? Comment se diffuse le médicament? Typiquement, et là vous allez le voir, le médicament ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, le système nerveux central est engainé dans un fourreau un peu imperméable au reste du corps. Et donc, certains médicaments ne passent pas d'eux-mêmes la barrière hémato-encéphalique. Et donc, si je vous les donne par voie orale, ils n'arriveront jamais à leur cible qui est le système nerveux central. Donc, on est obligé de les injecter directement via des ponctions lombaires, enfin des ponctions via des injections ce qu'on appelle des injections intratécales, directement dans le liquide céphalorachidien parce que le médicament ne peut pas le faire de lui-même. Il y a des contre-indications à l'utilisation de ce médicament. Du fait de son mécanisme, certains autres médicaments ne peuvent pas être utilisés ou du fait que certains médicaments peuvent modifier l'évaluation dans l'essai. Donc, on va devoir s'affranchir de ces médicaments qui peuvent interagir. Et donc, il y aura des médicaments autorisés et d'autres qui sont interdits. Sur le plan de la faisabilité, il y a aussi la rareté de la maladie. Dans les maladies rares, les patients sont à la fois en faible nombre et à la fois dispersés sur le territoire. Et donc, on ne peut pas forcément faire des essais de phase 1, puis de phase 2, puis de phase 3. On aurait des centaines de patients parce qu'en fait, simplement, on n'a pas des centaines de patients dans ces maladies-là. Il y a l'acceptabilité des contraintes dans les essais cliniques des maladies rares. Et vous allez voir que c'est un essai qui est relativement lourd, hein, avec des contraintes par rapport aux médicaments, par rapport au nombre de visites. Tout ce qui est mis en place pour la sécurité, ça va nécessiter parfois beaucoup de visites et donc beaucoup de déplacements. Et si on veut voir des effets, par exemple, sur le neurodéveloppement, ça ne s'évalue pas en quelques mois. Il faut 1 an, voire plus. Donc la durée de l'étude, parfois, est une contrainte. Et puis enfin, ça ne vous, on va dire, vous concerne pas directement, mais c'est impactant pour nous, c'est le coût. C'est un traitement qui coûte très cher, parfois des traitements à 6 chiffres, hein. Ça peut monter très haut. Et puis, les transports, même s'ils sont remboursés dans l'étude, en fait, il faut quand même avancer les frais. Et pour certaines familles, ça peut être un enjeu important. Donc, vous voyez, on doit arriver dans ces essais-là à avoir un équilibre entre ce qui est demandé par les autorités pour avoir une évaluation rigoureuse, pour pouvoir montrer l'efficacité et la sécurité,
et en même temps faire des essais qui, même si en théorie sont très bien sur le plan méthodologique, restent acceptables et faisables dans la vraie vie. Diapo suivante. Et enfin, ça c'est plus pour dans un cadre général, dans les essais thérapeutiques dans les maladies rares, on est principalement dans 2 types de médicaments, et ça va être, c'est déjà le présent, mais c'est surtout l'avenir. On est beaucoup dans le repositionnement de médicaments, parce que maintenant dans le cancer, en oncologie, les traitements anticancéreux visent des mutations, hein, puisque les cancers, c'est des mutations, c'est des cellules mutées qui se comportent de façon anormale, et donc on arrive à des traitements de plus en plus fins qui vont cibler des mutations, et en fait, on se rend compte que ces mutations-là sont les mêmes dans certaines maladies génétiques. Donc on se retrouve avec un médicament utilisé dans le cancer qu'on peut transposer dans ces maladies rares. Donc on a des données, c'est intéressant parce qu'on a déjà des données existantes de sécurité, d'utilisation, sauf que c'est pas du tout la même population. On passe par exemple d'une population pédiatrique de la maladie rare à, dans le cancer du sein, des femmes de plus de 50-60 ans, et puis après c'est pas du tout la même utilisation. On va utiliser à très haute dose pendant quelques semaines ces médicaments dans le cancer, alors que dans les maladies rares, on sera sur des doses plus faibles, sur des traitements potentiellement pour l'instant à vie. Donc en fait, on n'a pas d'idée dans ce cadre-là de ce que donne le médicament. Donc on a besoin de le réévaluer. Et l'autre cas, et c'est ce qui nous concerne ici, c'est ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, que vous pouvez retrouver sous le nom de thérapie génique, thérapie cellulaire. Enfin voilà, c'est un ensemble plus général et dont fait partie la thérapie génique, où là on a une action directement sur le gène et pas uniquement bloquer l'action du gène. C'est un développement qui prend tout son essor là en ce moment et dans les prochaines années, mais avec un développement spécifique pour les maladies rares. Donc ce sont des nouveaux médicaments en développement pour lesquels on n'a pas encore de données de sécurité, et donc là, le plan de développement, s'applique. Et comme je vous ai dit, dans les maladies du neurodéveloppement, par contre, par exemple, les thérapies géniques sont des molécules fragiles qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Et donc, en fait, on doit l'administrer directement par injection dans la moelle épinière, ce qui pose des contraintes de réalisation, que ce soit en termes de faisabilité, de compétences du personnel, de sédation des patients. C'est des thérapeutiques qui coûtent relativement cher pour l'instant. Après, ça va sans doute se démocratiser et le coût va baisser, mais pour l'instant, ça coûte assez cher. Et puis, on est dans une réglementation particulière, même si ça vous concerne pas, mais pour nous, ce sont des éléments très contraignants pour la conduite des études. Et donc voilà, tout ce cadre des essais cliniques sur les thérapies géniques dans les maladies rares vous explique, en gros, vous donne le cadre de pourquoi l'étude qu'on va vous présenter, c'est une étude contraignante sur le plan de la faisabilité. Mais pour que ça se passe dans des très bonnes conditions pour vous comme pour nous, eh bien, on doit accepter ces contraintes et réaliser l'étude telle que demandée. Je passe la main à ma collègue. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Aurore Garde, donc médecin généticien au sein du service de génétique du CHU de Dijon. Donc, voilà, je vais commencer à vous présenter un petit peu l'essai ATUNE. Diapo suivante, Nina, s'il te plaît. Voilà, Maxime Lou vous a expliqué un petit peu les essais. Donc là, c'est une étude de phase 1-2 randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, avec des doses croissance multiples pour évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de Lyon 440, administrée par voie intratécale chez des patients atteints de syndrome de duplication MECP2. Diapo suivante. Donc le syndrome de duplication de MECP2, donc c'est une maladie génétique rare, hein, de transmission liée à l'X, liée à une surexpression notamment du gène MECP2. Et donc il y a une présentation clinique, donc ça touche essentiellement les garçons. Et donc sur le plan clinique, c'est caractérisé par un trouble du neurodéveloppement avec des infections respiratoires, des difficultés gastro-intestinales et une atteinte musculaire principalement. La protéine MECP2, elle est
Elle est exprimée dans toutes nos cellules, mais principalement au niveau cérébral et au niveau des neurones. Et il a été démontré que ça avait un rôle important au niveau des neurones, notamment dans la détermination du nombre de neurones et de sa fonction. Le taux de protéines MECP2 est très régulé dans les cellules. En effet, quand il y a une surexpression de MECP2, ça donne le syndrome de duplication MECP2, alors que lorsqu'il y a un défaut, donc un manque de protéines MECP2, ça donne un autre syndrome qui s'appelle le syndrome Rett. Diapo suivante. Donc, quelques petites bases de génétique. Pour donc, les gènes, c'est composé d'ADN. Donc, l'ADN, il est transcrit en ARN messager qui, après, est traduit en protéines. Donc, la protéine, c'est une molécule complexe qui permet du coup le bon fonctionnement de la cellule. Et soit elle agit de façon seule, soit elle agit avec d'autres protéines dans des complexes, ce qui est le cas pour le gène MECP2. Diapo suivante. Donc concernant le médicament ION 440, donc c'est un médicament expérimental, donc en développement pour le traitement du syndrome de duplication MECP2. Et donc c'est un oligonucléotide antisense. Donc c'est un médicament qui va entrer dans la cellule, qui va aller cibler spécifiquement l'ARN messager de MECP2. Et la liaison de cet ARN messager avec du coup cet oligonucléotide antisense va du coup recruter la protéine RNase H1 qui va couper cet ARN messager. Et donc, ça va diminuer le nombre de transcrits de MECP2 et donc diminuer le nombre de protéines MECP2. Et donc, comme l'a dit le docteur Lou, donc c'est un médicament qui est administré par voie intratécale, donc dans le liquide céphalorachidien, par une ponction lombaire. Diapo suivante. Donc avant de faire l'essai chez l'homme, donc il y a eu des essais précliniques, donc notamment chez la souris. Donc il y a eu des essais chez des souris où il y a eu une surexpression de MECP2 et il a été montré donc chez ces souris lorsqu'il y avait le niveau d'expression de MECP2 était normalisé. Il y a eu une normalisation des signes cliniques que présentaient ces souris, à savoir une diminution des signes neurologiques, sociales et motrices. Donc pour l'instant, il n'est pas encore certain que ce traitement fonctionne de la même manière chez l'humain que dans les modèles animaux et donc c'est important de réaliser ces essais cliniques. Diapo suivante. Et... À toi, Maxime. Alors, l'objectif, donc je vous avais dit dans le cadre général, avec le peu de patients qu'on a, on ne peut pas couper les phases des essais. Et donc, c'est pour ça que là, on fait un essai à la fois de phase 1 et 2. Et on va regarder en même temps la sécurité et la tolérabilité de la dose initiale et puis des doses successives. Donc, on regarde d'abord la sécurité et puis on va aussi regarder lorsqu'on augmente les doses, est-ce qu'on retrouve bien la même sécurité. Et puis, quelle est la meilleure période de suivi pour optimiser l'intervalle? C'est-à-dire que le traitement va être donné à intervalles réguliers, toutes les 3 semaines. On va aussi regarder est-ce que tous les 3 mois, pardon. On va aussi regarder est-ce que cet intervalle est bien le meilleur. Est-ce que ça peut être 2 mois, 4 mois, mais en dosant la concentration de médicaments. C'est un essai qui est contrôlé placebo en double aveugle. Ce qui veut dire que pendant la première partie, qui va durer 9 mois, eh bien, il va y avoir un tirage au sort et les patients, moitié des patients auront le traitement et l'autre moitié n'aura pas le traitement. Donc, aura le placebo, comme je vous ai parlé tout à l'heure. En double aveugle, ça veut dire que ni vous ni nous ne saurons ce qui est donné. Et ça, justement, pour éviter qu'on soit influencé sur l'évaluation. Parce que si je sais que votre enfant, le patient, a le médicament, je vais implicitement modifier ma conduite, ma prise en charge, alors que si je ne le sais pas, en fait, tout le monde je vais avoir la même façon d'évaluer, de vérifier les effets indésirables chez tous les patients.
Donc ça, c'est une phase qui peut être assez inconfortable pour les patients, on le comprend, mais c'est une phase qui est demandée au niveau autorité pour pouvoir avoir une vraie évaluation rigoureuse. Au bout de ces 9 mois, lorsque les patients auront fait cette première phase, eh bien, il n'y aura plus de placebo. C'est-à-dire que les patients qui auront déjà eu le traitement continueront le traitement et les patients qui auront eu le placebo passeront sous traitement. Et là, tout le monde aura le traitement. Voilà. Ce qui permet à tous ceux qui participent d'avoir la chance d'avoir le traitement. Et en même temps, pour nous, ça nous permet d'avoir une première phase qui permet d'avoir cette comparaison qui est indispensable. Et donc, on va regarder, ça sur toute la durée de l'étude. Tant que l'essai n'est pas entièrement terminé, ça aussi c'est à prendre en compte. Et quand je dis l'essai est entièrement terminé, c'est quand tous les patients de l'étude, pas que ceux du centre de Dijon, mais du monde entier, tant qu'eux n'ont pas fini l'étude, on ne sait pas ce que vous avez reçu pendant les 9 premiers mois. Voilà. On le saura à la fin de l'étude, mais tant que l'analyse complète de l'étude n'est pas faite, on ne peut pas savoir. Ça, c'est une règle dans les essais cliniques. Voilà, et donc ça, ce sont le design de l'étude et les objectifs. Et puis, il y a des objectifs exploratoires pour essayer de mieux comprendre au niveau génétique le mécanisme de la maladie. Et donc, on va inclure des patients dès l'âge de 2 ans, mais on va commencer, comme on vous a dit, comme c'est une phase 1 et 2, on va commencer par les plus âgés. Et puis, on va descendre en âge au fur et à mesure des inclusions. Diapo suivante. Donc voilà, hein, c'est vraiment la sécurité, la tolérance et puis la pharmacocinétique, c'est le comportement du médicament dans le corps en fonction de la dose qu'on va utiliser. Et on va regarder les symptômes vraiment qu'on considère d'impact clinique, les plus gênants pour vous. Pour le patient aussi, hein, selon comment est présentée la maladie, sur la qualité de vie et puis sur la vie quotidienne. Donc, il y aura plein d'échelles et des questions qu'il faudra répondre tout au long de l'étude pour pouvoir évaluer. Donc, ça va vraiment être une évaluation multicritère où on va avoir des critères durs d'évaluation qui seront faits à Dijon, mais également des critères d'évaluation fonctionnelle, de qualité de vie et sur le retentissement sur votre quotidien. Et donc, il y a une grosse part active de la part des aidants, des accompagnants, des parents, vraiment une grande implication qu'il va falloir avoir pour qu'on puisse évaluer, parce que vraiment, sans les aidants, on ne pourra pas tout évaluer. Diapo suivante. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc on a une première partie qui va durer 36 semaines. Donc précision que je n'avais pas apportée, le tirage au sort, il y a 3 chances sur 4 d'avoir le traitement et une chance un risque sur 4 du coup d'avoir le placebo. Comme c'est une administration qui se fait par injection dans le liquide céphalorachidien, évidemment, pour respecter l'aveugle, il faut qu'en fait, on fasse la même procédure. C'est-à-dire que même les patients qui n'auront pas le traitement auront la ponction lombaire, donc auront l'injection, l'opération, en fait, si on veut, de pose d'aiguille. Alors de toute façon, on en aurait eu besoin puisqu'on va faire des ponctions lombaires. On va quand même prélever du liquide qu'on va analyser, même si les patients n'ont pas le traitement. Mais en fait, on va faire, nous, en termes de logistique, on va préparer le patient comme s'il allait avoir l'injection. Et après, une fois qu'une première équipe aura tout préparé, donc préparer le patient, anesthésier le patient, mis en place voilà, tout comme il faut, comme pour faire l'injection de traitement, et ben, cette équipe-là sort et c'est une autre équipe qui rentre, qui, elle, ne sait pas s'il y a le traitement ou pas, et du coup fait le geste comme s'il y avait une administration de traitement. Sauf qu'il n'y a pas de traitement. Et du coup, voilà. Donc nous, vous voyez que ça a des grosses contraintes logistiques parce qu'on est obligé de mobiliser 2 équipes. Et puis au bout de ces 9 mois, au bout de ces 36 semaines, eh bien, il y aura un passage, ce qu'on appelle un passage en ouvert, où là, tous les patients passent avec le traitement en entier.
Diapo suivante. Et donc, l'étude va durer environ, un peu plus de 3 ans. Et donc, il y a plusieurs visites. Il y a beaucoup de visites, en particulier sur les 9 premiers mois, puisque il y a une première phase de screening où là, il va falloir venir à Dijon une journée où on va faire des analyses, examen clinique, de l'imagerie et puis de la biologie pour vérifier qu'il n'y ait pas de critères d'exclusion, que le patient soit bien éligible, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou de compatibilité avec le traitement et les procédures. Ensuite, on va rentrer dans la première phase de traitement, où là, on va administrer le traitement au premier jour, au 3e mois, et puis entre les deux, il y aura une visite à 1 mois après la première injection. Et donc, vous voyez que sur ces 9 mois de traitement, donc première phase de traitement de 3 mois et une phase de suivi de 6 mois, vous voyez qu'il y a 6 visites. Ces visites, on vous les a mis à titre indicatif. La première visite, elle va durer 5 jours. Donc, c'est 5 jours à Dijon, hein. Tout se fait à Dijon. Tout doit se faire ici. Et donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de jours de présence à Dijon pour cette étude. Les déplacements, donc le transport, l'hébergement, la nourriture, tout est pris en charge par le laboratoire. Donc simplement, alors je me retourne vers Julie, est-ce qu'il faut avancer ou c'est voilà. Simplement, il faut avancer les frais et les frais vous seront remboursés intégralement. Mais n'empêche que voilà, il y a quand même toute une organisation logistique sur plusieurs jours par visite et des frais à avancer. Et puis, une fois qu'on a passé cette phase de 9 mois, on passe dans la phase en ouvert et donc là, il faut venir une fois tous les 3 mois, pendant 3 ans. Et donc, on ne peut pas rater de visite. Pour la sécurité du patient, on ne peut pas rater de visite. Donc, vous voyez que sur 3 ans et demi, ce sont des choses assez contraignantes, mais c'est vraiment pour la sécurité du patient qu'on fait ça. Diapo suivante. Donc, vous voyez, on vous a mis là les examens qui vont être réalisés tout au long de l'étude, avec les visites qui sont concernées, et puis en gros ce que ça représente sur l'étude. Donc, vous voyez que sur 3 ans et demi, ça fait 18 visites, dont certaines vont faire plusieurs jours. Il y aura 2 IRM. Il y aura une IRM au premier jour et M9, et puis après tous les ans, ce qui fait 5 IRM. Donc, pour rappel, l'IRM, ce n'est pas un examen qui est irradiant, mais c'est quand même un examen qui est un peu long. Et comme c'est des IRM pour lesquels il ne faut pas bouger, et pendant lesquels on va aussi faire les ponctions lombaires et les traitements, ça veut dire qu'il y aura des anesthésies générales. Ce qui veut dire que dans cette étude, comme il y a 15 administrations de traitement, il y aura 15 anesthésies générales. Donc, avec les équipes d'anesthésistes qui sont rodées à cet exercice, mais ça fait quand même 15 anesthésies générales sur 3 ans et demi. Il y a beaucoup de prises de sang. Ça, c'est pareil, pour pouvoir évaluer la sécurité, doser le médicament, eh bien, il va y avoir entre 1 et 7 prises de sang par visite, ce qui représente un peu plus de 30 prises de sang sur l'ensemble des 3 ans, 3 ans et demi. Donc ça, c'est un élément important on va voir avec vous lors des entretiens individuels, savoir, est-ce que, le patient accepte les prises de sang? Parce que si vraiment c'est le calvaire pour lui, pour elle, c'est pas une solution, cette étude, ça peut vraiment être, assez, traumatisant, ça peut être traumatisant, hein, si vraiment, c'est difficile une simple prise de sang. Il y aura des électroencéphalogrammes, donc vous voyez que ça fait partie des choses qu'on veut évaluer, de voir un peu l'activité électrique du cerveau, et donc ça fait beaucoup d'électroencéphalogrammes. Et puis après, des choses qui sont par expérience impactantes pour nous et qui peuvent être embêtantes, pas des choses très invasives, les prises de sang, les prises de tension artérielle, la température, l'électrocardiogramme. Mais chez ces patients-là, on sait que certains ne supportent pas le brassard de prise de tension artérielle. Donc voilà, il va y en avoir beaucoup. Beaucoup d'examens cliniques et beaucoup d'examens ophtalmologiques. Voilà, diapo suivante.
Donc, je vous laisse avec Julie qui va vous expliquer, puisque ce sera vraiment Julie qui sera le point de contact pour cette étude, pour tout ce qui est question logistique et organisation. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Julie Charlini, je suis infirmière au centre d'investigation clinique. Donc je suis la référente de cette étude, mais j'interviendrai avec d'autres collègues. Donc là, effectivement, les points qu'on va évoquer ont déjà été un petit peu parlés auparavant. Donc au niveau des contraintes un peu au sein de la famille, en fait, vous allez avoir des journaux de crise d'épilepsie pour les patients qui présentent de l'épilepsie, à tenir à jour à la maison tout au long de l'étude. Vous allez avoir des questionnaires à mettre en place sur votre téléphone via une application. On les remplira ensemble à la première visite et ensuite ce sera de l'autonomie à la maison. Il faut que ce soit toujours la même personne ou les 2 parents, les 2 aidants qui remplissent, parce qu'il faut qu'on puisse avoir toujours les mêmes données. Et ça, c'est très important à prendre en compte, essentiellement, par exemple, pour des patients qui peuvent être éventuellement en institution. Mais ça peut être compliqué de recueillir les questionnaires. Ce n'est pas interdit, incompatible, mais il faut qu'on en discute pour voir comment on peut adapter au mieux. Même chose pour les tests neuropsychologiques qui seront faits à chaque visite à Dijon. Donc ça se fait dans le service de génétique ici avec une neuropsychologue qui fait de la recherche. Donc il faut que ce soit toujours effectivement même parents, même accompagnants qui viennent pour la même chose, qu'on ait bien le suivi sur tout le long de l'étude pour avoir les bonnes données. Donc les visites, le docteur Lou vous en a parlé, surtout la première, le screening, c'est une journée, mais la première visite d'injection du médicament dure 5 jours. Donc c'est 5 jours de présence ici à l'hôpital et effectivement, il faut prévoir les voyages la veille, le lendemain, etc. Donc ça fait pour la première fois environ 1 semaine de déplacement de la maison. Donc les frais de déplacement, d'hébergement sont pris en charge, mais il faut les avancer. Et les recrutements des patients, on ne peut pas forcément être libre. On va donc organiser ensuite des visios avec vous pour voir les familles qui seront intéressées, mais on n'aura pas la main sur les patients pour avoir le timing en fait pour les inclure. C'est-à-dire que les cohortes, c'est des groupes. Donc il y a des groupes d'âge, le docteur Lou vous en a parlé, et il y a des groupes de dosage. Et en fait, on peut passer au groupe suivant quand le premier groupe est déjà terminé et que les données de sécurité sont correctes. Donc, on fera des visios, on se rencontrera et ensuite, quand il faudra lancer le groupe, là, c'est le promoteur qui nous tiendra au courant que c'est OK. Et à ce moment-là, on vous appellera et je vous donnerai les dates. Les dates seront imposées parce que les visites demandent une logistique avec une équipe vraiment énorme autour. Donc, il faut qu'on puisse avoir tous les intervenants disponibles. Donc, toutes les visites sur les 3 ans seront forcément imposées. On déroulera le calendrier au mieux dès le début, puisqu'on a déjà les dates à l'avance. Donc, on essaiera de dérouler au mieux, mais voilà, ça va se passer comme ça pour l'étude. Diapositive suivante. Pour résumer, donc l'étude va examiner la sécurité et la tolérance du médicament donc chez les personnes atteintes du syndrome de duplication MECP2. Donc c'est une maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucune option de traitement au-delà de la gestion des symptômes. Donc c'est actuellement en train de recruter des patients dans d'autres pays inclueurs. Donc pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter nous directement. Donc on a mis nos liens après et après. Il y a également du coup donc voilà sur le docteur Lou et moi-même, vous pouvez nous envoyer un mail. Tu peux passer la suivante Nina. Et pour plus d'informations, vous pouvez également aller sur donc le site de Athune, donc du laboratoire. Et voilà, on est disponible nous pour faire des visios, pour vous donner plus de détails sur l'étude et donc examiner l'éligibilité du patient. Et s'il y a d'autres familles qui sont intéressées par les essais cliniques, mais autres que celui-ci, vous pouvez également vous faire connaître pour établir un contact, donc qu'on puisse vous contacter par la suite pour de futurs essais éventuels. Voilà, donc on remercie l'équipe. Et Nina, il y avait également des vidéos qui ont été faites sur YouTube qui expliquent également l'essai qu'on pourra vous transmettre également. Oui,
Je vais mettre les liens dans le chat. Super, merci Nina. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, donc vous pouvez... Oui, c'est moi. Moi, j'avais deux questions. Donc, la première, c'était par rapport au placebo. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du coup? C'est quoi le produit qui est injecté aux patients qui ne reçoivent pas le médicament? Alors, en fait, c'est que je dis, c'est une procédure sham, donc en fait, il n'y a pas d'injection de placebo, c'est une procédure placebo. Bah, Donc, du coup, c'est pas un vrai placebo alors, puisque la non, personne sait qu'il il n'est pas injecté, quoi. non, parce qu'en fait, de toute façon, il y aura la pose d'une aiguille puisqu'il faut faire une ponction lombaire. Mm. Donc en fait, on met l'aiguille, on fait la ponction lombaire et le patient qui est dans le groupe traitement ensuite reçoit le traitement. Et le patient qui n'est pas dans le groupe traitement, en fait, il y a un dispositif. Donc la deuxième équipe qui va faire l'injection, en fait, elle va comme appuyer sur la seringue pour injecter, mais en fait, ça ne va pas injecter dans le patient. On va mettre en place un système où en fait, ça va injecter à côté du patient dans un bloc, une mousse ou je ne sais pas quoi, enfin, qui a la même consistance pour qu'on ait la sensation de la même résistance dans la seringue. Et le champ sera fermé. Donc en fait, l'équipe qui va injecter ne saura pas si elle injecte dans le patient ou pas. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Oui, après j'ai un peu du mal à voir comment, je sais pas, mais si le médecin, pour lui, ça sera vraiment de l'aveugle, quoi. Mais Bah, bon, si, si. déjà, Il y a une équipe 1 qui met tout le champ vraiment pour qu'en gros, au niveau du drap stérile, il n'y ait vraiment que la seringue qui dépasse avec un tuyau. Et donc, en fait, il ne saura pas, au travers du drap qui est opaque, s'il est dans le liquide céphalorachidien ou dans un dispositif à côté. Et donc, il va injecter. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est lourd, c'est assez fastidieux, mais c'est une obligation pour pouvoir maintenir l'aveugle. Ok. Et j'avais une deuxième question par rapport aux patients recrutés. Est-ce que vous mettez des limites géographiques? Parce que vous dites, bah, si quelqu'un est intéressé, il peut vous appeler, mais est-ce que il n'y a pas de limite géographique pour ces patients? Parce qu'un patient, je veux dire, ce sont quand même des patients très fragiles. Du coup, pour vous, ça ne vous pose pas de problème s'ils traversent toute pardon, toute la France pour Non, non, nous, participer à l'essai? on fait d'autres essais dans le neurodéveloppement ou hors neurodéveloppement, où on est des patients qui viennent de Nice, Marseille, Brest, Lille. Voilà. Ça va faire partie de la question, des questions qu'on va poser de façon individuelle lors des entretiens. Et là, c'est plus les familles qui vont nous dire, au vu des contraintes, est-ce que pour eux, c'est faisable ou pas. Mais nous, il n'y a pas de limite sur la distance. C'est pas de notre côté que la limite se pose, en fait. On accueille des patients de la frontière. Et il y a un hébergement à Dijon, il y a la maison des parents qui est à côté du CHU, où du coup les accompagnants et les patients, lorsqu'ils sont pas hospitalisés, peuvent dormir. Donc tout ça, c'est prévu. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, nous sommes les parents d'un petit garçon qui a une mutation de novo. On voulait savoir s'il pouvait faire partie des procédures ou bien si c'était un critère d'exclusion. Non, non, c'est pas gênant. Ok, super. Merci beaucoup. Après, il faudra bien sûr, du coup, qu'il y ait plein d'autres choses qui soient vérifiées, le type de duplication, parce qu'il y a des duplications particulières qui sont concernées, mais ce qui est le plus fréquent, on va dire. Voilà, il y aura d'autres choses à vérifier, mais en tout cas, le fait que ce soit des nouveaux n'est pas un frein. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Hélène Franquiel de l'association extraordinaire qui rassemble quelques familles concernées par cette duplication. Je me posais la question par rapport à l'hébergement et aux conditions et au vécu des familles et de l'enfant.
vous parliez d'une maison des parents, mais au moment de l'hospitalisation, comment va être géré le parent accompagnant? Pour moi, ça me paraît un point clé euh, euh, qui est très important pour que, au niveau confiance et pour rassurer l'enfant, qu'il y a un de ses parents qui puisse même dormir avec lui dans la chambre d'hospitalisation. Voilà, voilà, une question globale sur la place de l'accompagnant dans tout le processus. Pas de souci. Alors, sur la première visite sur 5 jours, il y a une seule nuit d'hospitalisation de prévue. C'est la nuit qui suit l'injection, en fait, qui suit la ponction lombaire. Donc, il y aura juste cette nuit-là d'hospitalisation et ce sera la seule sur tout le protocole. Donc, pour cette nuit-là, effectivement, en pédiatrie, c'est obligatoire, il n'y a pas de souci. J'ai revérifié de mon côté, mais l'accompagnant, un des deux accompagnants, s'ils sont plusieurs, pourra rester la nuit avec. Si c'est un adulte, c'est en cours de demande, mais il n'y aura pas de souci, on s'arrangera. Mais ça représente qu'une seule nuit sur le protocole. Sinon, à chaque fois, c'est des nuits à la maison des parents ou à l'hôtel, ou voilà, le prestataire de remboursement n'impose pas que ce soit la maison des parents. Donc, si des familles nous disent, ben, nous, on a besoin que l'enfant soit isolé, par exemple, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez réserver un hébergement autour de Dijon, au plus proche du CHU, sans problème. Ça vous va? Donc, je suis Caroline Covini, représentante de l'association DUPEC P2 et maman d'un petit garçon aussi atteint de la duplication. Je voulais vous remercier pour la présentation et tous les détails que vous avez donnés. J'ai deux questions. Une qui est liée à la question d'Hélène. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y aura un soutien psychologique pour les familles qui participent à l'essai? Alors, le soutien psychologique ne fait pas partie du protocole, mais si jamais il est rendu nécessaire, on a une psychologue dans le service à qui on peut proposer de voir les familles. Donc, il faudra par contre bien le spécifier quand vous aurez vos entretiens individuels sur le fait que vous aimeriez que ça puisse être réalisé, donc pour qu'on l'inclue dans le calendrier, on va dire. Mmh. D'accord. Je rebondis sur la question du soutien. Alors, c'est pas psychologique, c'est en aparté. Dans le cadre de l'essai clinique, il y a un numéro d'astreinte médicale H24, 7 jours sur 7. Ça fait partie des obligations légales. Donc, même si on se voit une fois tous les 3 mois, entre les 3 mois à la maison, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Vous avez toujours cette ligne médicale en cas de question, en cas d'effet indésirable ou autre chose. Voilà. Et on compte aussi sur la discipline des parents des aidants, puisque il y a des médicaments qui sont interdits parce qu'ils ne sont pas compatibles avec le traitement, par exemple. Et donc, il y a une liste. Donc, il faut absolument nous prévenir avant de prendre n'importe quel nouveau médicament. Mais voilà, mais ça, on fera, voilà, pour ceux qui participeront, on fera le point régulièrement au début et au cours de l'étude. Voilà, donc il y a un accompagnement et un soutien durant toute la durée de l'étude. Autre point à part, réglementaire, la participation, elle est toujours sur la base du volontariat et libre. Si à un moment de l'étude, vous ne souhaitez plus participer, vous avez tout à fait le droit de retirer votre consentement sans avoir à le justifier. Ça, c'est important aussi parce que voilà, ça peut être, on peut avoir une idée un espoir sur le traitement ou la façon dont ça se passe avec l'équipe pour l'enfant, et ça ne se passe pas comme on veut, et on considère que le bénéfice n'est pas là ou c'est trop difficile pour l'enfant, et dans ce cas-là, on peut revoir sa décision. Il n'y a rien de définitif et de gravé. Merci. Merci pour les précisions. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux dates imposées et au calendrier qui sera présenté au début. On sait malheureusement que tous les patients atteints de la duplication sont susceptibles d'avoir des infections, parfois graves, parfois légères. Mais
J'imagine qu'avec une anesthésie générale et une injection ou alors des protocoles pour un IRM, par exemple, il faut que l'enfant soit en suffisamment bonne santé pour pouvoir recevoir enfin être sous anesthésie générale. Du coup, est-ce qu'il y a un petit délai qui est autorisé pour les enfants Oui. qui seraient malades à la date prévue? Alors, oui, il y a un délai qui est autorisé, d'une part, et de deux, sécurité de l'enfant avant tout. Donc, on traite l'infection d'abord. Après, effectivement, il y a des délais qui sont autorisés, mais qui ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, effectivement, ça peut arriver qu'on doive sortir le patient de l'étude parce qu'on n'a pas pu faire suffisamment de procédures de l'étude. Parce que du coup, on ne peut plus le considérer comme étant évalué correctement dans le cadre de l'étude. Et donc, dans ce cas-là, oui, malheureusement, ça peut arriver qu'on doive sortir un patient de l'étude parce que il a fait une infection trop longue, etc. Je ne rentre pas dans les détails là parce que c'est très événement dépendant. Mais voilà, il y a une certaine souplesse quand même. D'accord. Merci. J'ai fini avec mes 2 questions. J'ai juste un petit point supplémentaire par rapport aux 2 webinaires qui ont été postés dans le chat. Nous avons réalisé ces webinaires et je voulais juste préciser que les sous-titres sont disponibles en français. Donc c'est très important. Les webinaires ont été faits avec Ionis en anglais, mais les sous-titres sont disponibles en français. Merci. Merci beaucoup. Oui, je voulais savoir combien d'enfants participaient au total en France. Chez nous, c'est 3 patients et on pourrait monter jusqu'à 5 patients. Ok, tout âge confondu du coup. Oui. Ok, merci. En fait, on est la limite, c'est un peu nous qui nous la sommes posée parce que vous avez vu que c'est une étude assez lourde logistiquement qui fait intervenir sur une hospitalisation les anesthésistes, les radiologistes, les neuros, les pédiatres, le CIC, les généticiens, les neuropsies. Et donc, en fait, il faut coordonner tout ça et les places de radiologie. Pour les électroencéphalogrammes, eh ben, en fait, on a un nombre de places limité parce que c'est un CHU, hein. Il y a le soin courant et donc on est limité par ça surtout. Alors, du coup, vous voulez savoir si le dosage injecté peut être donné en fonction de la variation chromosomique du patient, ou bien si le dosage est exactement le même pour chaque patient. Donc, c'est le même pour chaque patient. Mais il y a 3 doses différentes. Il y a 3 doses, donc 3 paliers. Et donc, ça ne dépend pas de la variation chromosomique. Ça va dépendre du groupe dans lequel est le patient. Sachant qu'on va commencer les plus âgés à dose faible. Et puis après, on descendra chez les plus jeunes et on montera les doses ensuite. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, on vient de se connecter. On est du Maroc. On a eu malheureusement 1 heure de décalage. Ça a été opérationnel dernièrement, donc on n'a pas fait trop attention. Alors, juste, est-ce qu'on peut avoir on a raté la première partie de la présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourra la voir sur le site ou vous pouvez nous les envoyer. Ça va être intéressant pour nous pour voir un petit peu ce qui a été dit au début. Mais sinon. Enregistré, donc vous pourrez la revoir en replay. Très bien. Et sinon, on a quelques questions. Donc, nous avons un garçon de 11 ans qui est atteint de la démultiplication du gène MECP2. Et nous voudrons savoir, est-ce qu'il y a des effets secondaires que vous avez identifiés à ce stade par rapport à ce traitement qui est initié au début? Alors, juste en premier point, les patients qui viennent du Maroc, pour participer à un essai clinique en France, il faut être couvert par la sécurité sociale ou par un régime équivalent qui est conventionné avec la sécurité sociale française. Donc, la première chose à regarder pour éventuellement pouvoir participer, c'est vérifier qu'il y a une convention entre le Maroc et la sécurité sociale française. Et que le promoteur accepte de prendre en charge les déplacements en avion, parce que du coup, ce n'est pas du tout le même prix, pour eux, le même coût que des patients français. C'est noté. Et s'il y a suffisamment de patients, s'il reste de la place
derrière, après avoir pris des patients français. Donc, vraiment, alors, autant je sais qu'il y a des conventions entre les pays européens, autant entre Algérie, Maroc et Tunisie, j'ai aucune idée de s'il y a une convention. Donc, il faut vraiment vous renseigner auprès de votre assurance maladie. Je ne sais pas du tout comment fonctionne votre santé. Pour les effets indésirables, les effets, ils sont plus liés à la... Alors, il y a deux types d'effets. Il y a l'effet lié propre aux médicaments, qui a été considéré comme relié aux médicaments, qui est la fatigue, l'asthénie, les maux de tête, hein, et puis on peut avoir des nausées, vomissements. Alors là où c'est un peu difficile de faire la part des choses, c'est que en fait, c'est aussi lié à l'injection intratécale, l'injection dans le liquide céphalorachidien, puisqu'en fait, on va injecter du liquide dans un milieu qui est fermé avec une certaine pression, et donc on va rajouter du liquide. Donc on va rajouter de la pression, et ça peut entraîner aussi des maux de tête, même si c'est transitoire, hein. Il y a, soit ça passe tout seul, soit on peut donner des antalgiques type paracétamol, hein. Mais rien que le geste en lui-même peut entraîner les mêmes symptômes, les maux de tête, les vertiges, les nausées, les vomissements. Ça, c'est assez classique, hein, c'est dans les symptômes post-ponction lombaire. Et après, c'est comme tous les médicaments, le risque que nous, on surveille en premier, c'est l'allergie. Mais tant que vous n'avez pas pris une fois le médicament, je ne peux pas savoir si vous êtes allergique. C'est pour ça que les administrations se font toujours en milieu hospitalier. Et donc, nous, on administre le patient, on administre le traitement, on a tout le matériel nécessaire en cas d'allergie et on surveille le patient une certaine durée après l'administration de traitement. D'accord. Et c'est quoi la durée du traitement? Parce qu'on n'a pas assisté à la première. Peut-être que vous avez parlé de ça. La durée, donc, elle sera détaillée dans la présentation. Donc, c'est un traitement. Alors, pendant la première phase de 9 mois, il y a une injection à 1 mois et 3 mois. Et enfin, une injection au premier jour, 3 mois plus tard. Après, on fait une pause pendant 6 mois. Cette période-là, elle est soit le vrai traitement, soit pas de traitement. Et puis après, ce sera pendant 3 ans, une injection tous les 3 mois. Donc, je vous laisserai revoir en détail dans la présentation. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais reprendre avec vous si vous le souhaitez. Alors, juste pour revenir rapidement à la première remarque que vous avez émise, supposons qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir la prise en charge de la sécurité sociale. Est-ce qu'après ces essais cliniques, une fois ces essais cliniques ont été approuvés, validés, etc., est-ce que ce traitement va être commercialisé au public et on peut en bénéficier en conséquence, ou ça va prendre encore d'autres tests et quelle est la durée en général que va prendre toute ces essais? Alors, là, c'est une phase 1-2. Donc, pareil, dans le diaporama, j'avais remis le développement, les phases de développement du médicament. Après cet essai-là, il y a deux possibilités. Et ça, c'est un peu spécifique des maladies rares. Soit on a vraiment des résultats très probants, et dans ce cas-là, le laboratoire pense qu'il peut avoir suffisamment de biscuits pour aller directement demander l'autorisation. Ça c'est déjà fait. C'est déjà arrivé avec très peu de patients. Soit il a besoin de confirmation et de faire une étude vraiment où avec la dose, la dose optimale, hein, il va refaire un essai d'efficacité. Et dans ce cas-là, ça va prendre, il faudra refaire un autre essai qui sera construit un peu différemment pour montrer vraiment l'efficacité. Ça prend plusieurs années, hein, puisque cette étude-là, en soi, elle fait déjà 3 ans. Donc, le développement d'un médicament, ça dure entre 8 et 12 ans. Ça a tendance à se raccourcir, mais on arrive rarement avant 6-7 ans, hein. Voilà, donc là, on sait que de toute façon, ce médicament ne sera pas commercialisé avant au moins 3 ans et demi, puisque c'est la durée de l'étude. Une fois que l'essai clinique est fait, qu'on a les données, après la molécule, elle appartient au laboratoire. Donc c'est lui qui décide, d'une part, s'il commercialise, parce qu'après, il y a les histoires de prix du médicament en fonction des pays, et dans quel pays il commercialise. Parce qu'après, il faut produire le médicament, il faut le délivrer, c'est des questions de marché. Donc ça, je ne peux pas vous dire, c'est pas moi le laboratoire. C'est vraiment une décision du laboratoire en fonction
où il veut commercialiser le médicament. D'accord. Une dernière question, si vous permettez. Si jamais on n'a pas cette prise en charge de la caisse, est-ce qu'on peut prendre ça en charge nous personnellement? Est-ce que ça Non, pose problème? pour des questions d'assurance, si vous n'êtes pas couvert par un régime d'assurance maladie reconnu par la France, vous ne pouvez pas légalement participer à un essai clinique en France. D'accord. OK. Excusez-moi, si on a une assurance qui couvre même l'étranger, c'est possible? Alors, pas les complémentaires, il faut vraiment que le régime d'assurance national soit couvert. Ça, c'est vraiment des assurances. Même si vous avez une complémentaire derrière qui couvre les frais, il faut que votre régime d'assurance national soit reconnu, conventionné avec la France. OK. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat. Donc, vous vouliez savoir si les enfants atteints d'une duplication par translocation étaient éligibles à l'essai. Donc, pour cet essai, c'est que les duplications de MECP2, donc les translocations ne sont pas éligibles. Mais si vous êtes intéressé par les essais cliniques, voilà, vous pouvez quand même nous contacter pour qu'on puisse par la suite vous recontacter si voilà, les essais cliniques sont ouverts sur les autres mécanismes. La question, c'était comment on allait sélectionner les candidatures. Donc déjà, on va examiner l'éligibilité du participant, donc voir s'il n'y a pas de critères d'exclusion, s'il y a bien tous les critères d'inclusion. Et puis après, on verra également avec le laboratoire pour la sélection des candidatures. Ce qu'on va prendre en compte, donc, comme a dit ma collègue, hein, les critères d'inclusion, d'exclusion, vérifier qu'en fait, il n'y a pas de souci de sécurité. La plupart ont peut-être déjà des traitements, des traitements concomitants. Certains ne sont pas forcément arrêtables en l'état, mais sont peut-être interdits dans l'étude. Donc voilà, ces choses-là. Ensuite, comme on vous a dit, la distance, ce n'est pas un problème. Ce qu'on va regarder, c'est aussi la présentation clinique, le degré de sévérité. Et puis, alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais la fiabilité des aidants. C'est important, c'est vraiment important parce que nous, on vous voit pendant les visites, mais pendant les 2 mois et 29 jours restants, on ne vous voit pas. Donc, c'est vraiment vous qui allez être en première ligne pour surveiller l'état du patient, de votre enfant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'en fait, il y a une relation de confiance qui doit y avoir. Il faut nous faire confiance sur le fait que nous, on n'est pas là pour s'acharner pour la science, mais on est là d'abord pour le bénéfice du patient. Si on fait cette étude, c'est qu'on pense vraiment qu'il y a un intérêt. Mais dans l'autre sens, nous, il faut qu'on puisse vous faire confiance. Et je serai assez intransigeant là-dessus. C'est aussi mon rôle. Parce que si on ne peut pas vous faire confiance, si on ne peut pas être certain de ce qui est rapporté, des éléments qui sont rapportés, que dès qu'il y a un souci, vous nous le rapportez bien pour qu'on puisse agir rapidement, pour pas que ça y ait un souci, en fait, on n'est plus dans une situation de sécurité et c'est quand même le critère 1 que nous, on regarde pour le patient. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, Julie. Je pense qu'on a... Après, c'est comme on avait dit avec les différents... C'est vraiment aussi, voilà, c'est ça. C'est en fait la tolérance que par rapport à tous les examens qu'il va y avoir. Si on sait qu'une prise de sang, ça se passe mal, là, il va y en avoir... ça se passe mal, c'est très compliqué et que ça peut être traumatisant, mal vécu. Là, il va y en avoir plus d'une trentaine. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Oui, avant de vous poser ma question, ça me fait juste penser, et ça m'évoque ce que vous venez de dire, ça me fait penser aux séances d'habituation aux soins et je sais qu'il y a un centre à Dijon qui est dédié. Je me posais juste la question si c'est des points qui pourraient aider pour les préparations. Mais bon, c'est plus, je pense, de la gestion ponctuelle du comportement des patients. Non, ma question plus large, c'était est-ce que vous allez être en lien avec d'autres centres investigateurs? Je sais que les essais ont déjà commencé côté US. Est-ce que vous avez possibilité d'avoir des échanges avec eux de quelque manière que ce soit? Voilà.
Ça peut être intéressant, comme ils ont un cran d'avance, qu'ils ont démarré plus tôt. Est-ce que ce serait l'occasion pour vous de vous alerter sur certaines précautions ou certaines actions ou certaines choses? J'ai bien compris que les résultats ne seront pas partagés à ce stade-là, mais c'est plus sur des partages d'expérience. Il y a un meeting entre les investigateurs en septembre aux États-Unis où seront une partie de l'équipe, où il y aura sans aucun doute de la place pour les échanges de façon formelle et informelle. Ok, très bien. Y a-t-il déjà eu des thérapies géniques similaires? À quels effets bénéfiques peut-on raisonnablement s'attendre? Alors du coup, il y a eu Ionis a ce modèle-là de thérapie est réalisé dans plusieurs autres pathologies, dont en France, par exemple, dans le syndrome d'Angelman, à l'hôpital Necker. Alors parler d'effets bénéfiques, c'est difficile parce qu'on est pour tous dans des phases qui sont là pour évaluer surtout la sécurité. Donc après le modèle, vous l'avez vu au départ, le modèle est bon. La modalité d'administration est lourde, mais celle qui permet du coup la disponibilité du médicament au niveau du cerveau. Donc après, nous, c'est effectivement pour ça qu'on a souhaité participer à l'étude, hein, c'est parce que le rationnel nous paraissait bon. Mais après, il y a tellement de choses qui fait qu'un essai clinique sera positif ou pas, que évidemment on ne peut pas vraiment pas dire dans les faits. Oui, donc là c'est vraiment une phase 1-2, donc l'objectif c'est pas d'évaluer en premier lieu l'efficacité, même si on va quand même l'évaluer. La sécurité c'est le premier. Les injections intratécales, c'est quelque chose. Alors, les injections intratécales, c'est quelque chose qui se fait au quotidien à l'hôpital. Les injections intratécales dans la thérapie génique, ça commence à se faire dans d'autres. À Necker, ils en font pas mal. Mais dans cette pathologie-là, ça n'a pas été fait. Donc, malgré tout, même dans les essais ultérieurs, ce sera cette modalité-là. Là, en fait, on n'a pas de doute sur comment doit être administré le médicament. Ce qu'on regarde, c'est à quelle dose on a le meilleur effet avec la meilleure tolérance et sur quel intervalle. Est-ce que c'est tous les 3 mois? Est-ce que ça doit être, voilà. S'ils ont choisi tous les 3 mois, c'est que sur les modèles animaux et sur la durée de vie du médicament, ce qu'ils en attendent dans les études préliminaires, ils pensent que c'est le bon timing. Maintenant, peut-être que ça va évoluer pour les prochaines fois. Mais si nous, on s'est positionné sur cet essai-là, c'est pour permettre aux patients de bénéficier de façon précoce, parce que on sait que en fonction de l'évolution de la maladie, ça peut être intéressant de traiter plus tôt. Mais effectivement, on ne peut pas garantir un bénéfice dans ces essais cliniques. Et de toute façon, dans tous les essais cliniques, on ne peut pas garantir des bénéfices, hein. C'est pour ça qu'on les fait. A priori, il n'y a plus de main levée, donc on va peut-être conclure. Est-ce que M. Kerivel, vous voulez dire un mot de conclusion? Merci à vous pour cette présentation. Enfin, je pense que les choses sont un peu plus claires. Vous savez quand ces essais-là vont démarrer? A priori, autour du mois de septembre, à confirmer, mais a priori, on est plutôt parti sur un calendrier pour la rentrée. D'accord. Donc là, les familles qui le souhaitent prennent contact avec les 2 adresses mail là, qui est bien en visio là. Et donc les rendez-vous vont se faire d'ici là, quoi. Oui. La date de septembre, ce sera vraiment effectivement le démarrage de l'étude avec le premier rendez-vous et l'injection du médicament. Donc effectivement, on va pouvoir commencer les visios là dès que possible. D'accord. OK. Et merci pour toutes ces informations. Donc, comme on l'a mis sur la diapositive, si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées, parce qu'effectivement, quand on part sur une thématique, en général, on la suit. Donc, s'il y a des personnes qui ne voudraient pas participer à cet essai-là, mais voudraient quand même se faire connaître pour la suite, n'hésitez pas, hein, ça peut être
on peut garder une liste pour le futur si vous voulez. Et puis, effectivement, bah, à l'heure actuelle, ce que se manifestent les personnes qui particulièrement souhaiteraient participer à cet essai-là, ou en tout cas avoir des informations complémentaires pour prendre leur décision. Parce que là, à ce stade, on pourrait tout à fait comprendre, évidemment, que la présentation rapide ne soit pas suffisante pour prendre une décision. Et donc, si on est tout bon, eh ben, écoutez, on vous remercie d'avoir été présents. Ceux qui ne sont pas présents bah, pourront reprendre l'enregistrement en visio. Et voilà. Vous avez d'autres choses à dire en conclusion? Non? Bon, bah, l'ensemble de l'équipe vous souhaite une bonne soirée. Il y a une autre main levée. Oui, excusez-moi, une remarque aussi de dernière minute. En fait, je voulais juste partager avec les familles le survey qu'on a lancé, le questionnaire qu'on a lancé. Je comprends bien que on parle de Dijon, qu'on parle d'un site pour l'essai clinique d'Athune. On a ouvert un survey pour connaître l'envie de familles de participer ou pas de participer, des familles françaises, des familles dans le monde et des familles en Europe, pour nous permettre de discuter ensuite avec les laboratoires, que ce soit Ionis ou Udagene ou d'autres laboratoires qui sont en train de faire des recherches, pour discuter avec eux et potentiellement ouvrir d'autres sites et savoir où sont localisées les familles qui ont un intérêt à participer à un essai clinique. Est-ce que je peux copier juste le lien pour les familles qui seraient intéressées dans le chat? C'est complètement anonyme et volontaire. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, mais merci à tous. Et donc, du coup, pour ceux qui nous contactent, pour participer à l'essai, on vous recontactera à la suite avec le docteur Lou pour vous proposer une visio pour discuter plus en détail de l'étude. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.